Merci beaucoup. Alors, on va donner la parole peut-être d'abord. Madame. Aussi rapidement. Bon. On va faire 3 prises de parole, on va revenir à la table. Vincent Monnier, je viens de Grand. Déjà tout d'abord, vous dire que je suis extrêmement heureux et satisfait de voir que je partage l'opinion d'un peu tout le monde ici. Moi, à titre personnel, ça m'arrive toutes les semaines de m'offusquer contre l'école, de me dire mais comment on peut rater autant notre vie en communauté et comment notre pays peut autant se dégrader. Donc je suis content de voir qu'il y a beaucoup de monde qui partage cette opinion et surtout, même à plus haut niveau, qui ont des idées et qui ont un constat qui est extrêmement juste. Donc moi, par rapport à ça, j'ai 4 idées de réflexion. Donc je vous les soumets, ça permettra peut-être d'ouvrir le débat. 1, l'uniforme à l'école. J'étais, il y a encore 2 ans, totalement contre l'uniforme. Je trouvais que c'était revenir sur l'individualité des personnes. Ça me paraissait vraiment pas opportun. Et d'un coup, je me suis dit, bon, qu'est-ce que ça va, en quoi ça va nous gêner? On parlera un peu d'individualité, ok. Mais surtout, qu'est-ce que ça va apporter? Et ça rejoint un peu ce que vous dites. Bon, je suis relativement jeune, donc j'étais encore en collège ici il n'y a pas si longtemps que ça. Bon, même ça fait à peu près 10 ans maintenant. Qu'est-ce que ça va apporter? Ça va permettre aux élèves, au lieu d'essayer de se faire la différence vis-à-vis des filles, vis-à-vis du reste sur les vêtements ou sur ce qu'ils peuvent posséder et s'occuper de ça, ça va les amener à se focaliser sur quoi? Sur leur réussite scolaire. Ça existe à certains endroits, je sais qu'en Martinique par exemple, dans toutes les écoles sont comme ça, ils sont en jean t-shirt, et que chaque école a son t-shirt de couleur pour éviter qu'il y ait des mélanges dans les classes. Comment se faire remarquer dans une école, si ce n'est par la réussite, ça devrait être quelque chose qui est mis en avant. Parce qu'aujourd'hui, il ne faut pas se leurrer, c'est l'inverse. Ça veut dire qu'aujourd'hui, si vous êtes premier de votre classe, si vous êtes dans les meilleurs, vous êtes un intello, et c'est voilà. Donc le modèle, c'est la réussite à l'envers. Ça c'est le premier élément. Deuxième, la mixité sociale. Je suis tout à fait d'accord avec ce que vous dites. Donc j'élargis un petit peu à l'école, dire que dans les villes, il existe un minimum de logement social qui devrait être respecté, mais il faudrait aussi un jour réfléchir à mettre un maximum de logement social. On le voit dans le 93, il y a des villes, on peut pas continuer, j'ai une tendance plutôt centriste, on ne peut pas continuer à avoir des villes qui électoralement sont contentes de récupérer les électeurs de gauche et qui se partagent le gâteau avec les villes de droite à côté qui sont contentes de se débarrasser de ces électeurs et de récupérer les électeurs de droite. Donc c'est un scandale. On devrait avoir un minimum de 20% obligatoire avec des pénalités un peu plus fort qu'il y a que maintenant. Exactement. Et un plafond de 50% pour pas de faire des villes ghettos. On est d'accord. Allez dire à Eric Raoult. Et je finis sur mes 2 derniers éléments de réflexion. Formation des profs, on en parlait tout à l'heure. Mais c'est clairement, moi, il y a 3 ans, ma petite amie voulait être formée pour être institutrice. Et déjà, je trouvais, donc il y avait encore la formation de 1 an plus 1 an comme de stage. Et déjà, je trouvais que, c'est déjà le cas à mon époque, c'est que la différence entre un bon prof et un mauvais prof, c'était pas sur les connaissances, c'était jamais sur les connaissances, c'était uniquement sur la façon de transmettre et sur la façon de tenir la classe. Et je m'attendais, j'espérais que le gouvernement favorise cet élément-là, et j'ai vu que c'était totalement l'inverse, c'est-à-dire, comme vous l'avez dit tout à l'heure, ils ont allongé les connaissances, avec un bac plus 3, on est totalement capable, si on se structure et qu'on organise son cours, de pouvoir tenir un cours, et par contre, on n'apprend pas tout seul à être capable de tenir tête à 30 élèves. Et dernier élément, je finis là-dessus, le collège unique. Pareil, encore une fois, j'avais des a priori là-dessus, j'étais vraiment pour le collège unique. Et quand j'étais jeune, j'ai eu la chance de pouvoir faire quelques séjours en Allemagne, où il existe un système de 3 collèges. Et ça revenir un peu sur nos principes, mais finalement, s'il existe des passerelles entre les 3 systèmes, ça peut permettre à des élèves de se retrouver dans des classes qui sont un peu plus appropriées, avec des profs peut-être un peu plus appropriés, avec un nombre d'élèves par classe peut-être un peu plus approprié, des matières peut-être un peu plus appropriées, et il faut toujours garder des passerelles pour ceux qui auraient été mal orientés et finalement pourraient revenir vers un collège d'un plus haut niveau, ou inversement, qui finalement voudraient aller vers des filières plus courtes,
et pour pouvoir passer. Donc c'est peut-être un élément de réflexion. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Une dame, après on revient 2 minutes parce qu'il y a des gens qui n'ont pas encore parlé à la table. Et on revient Alexandre et... Bonsoir. Donc moi je suis donc enseignante à Aulnay-sous-Bois, donc professeure d'histoire géo. Et je voulais revenir vraiment sur un point, sur la question de la suppression des postes, parce que pour moi, comme dit l'expression, c'est vraiment le nerf de la guerre. Et je vais tenter donc par ma propre expérience de vous montrer pourquoi ça rejoint toutes les thématiques qu'on a abordées ce soir. Donc je vais revenir sur les chiffres, sur les chiffres 2007-2012, 80 000 postes donc, qui ont été supprimés, 14 000 en 2012. Et donc la suppression de postes, donc elle se fait par plusieurs moyens, notamment, vous savez, donc par la formation des maîtres, donc moins en moins de candidats, donc un fonctionnaire sur 2 non remplacés. Et notamment donc, sur la pression qu'on met vis-à-vis des enseignants, parce que ça on n'en parle pas, mais au niveau des... Parce que comment se fait la suppression de postes? Évidemment en mettant moins de postes au concours, mais aussi donc, en distribuant des heures supplémentaires aux enseignants, en leur disant voilà, vous allez avoir un salaire plus élevé, prenez les heures supplémentaires. Et à côté de ça, forcément, c'est tout simple, si on a un poste à 18 heures et qu'on le divise en 3 en donnant des petites heures par-ci, des petites heures par-là, donc du coup ça évite de créer un poste. Donc moi je les ai refusés. Voilà, exactement, tout à fait. Donc sachant que justement de ce point de vue-là, sur les heures supplémentaires, c'est pas toujours évident selon son statut de refuser des heures supplémentaires. Je prends mon exemple, je suis TZR, donc titulaire en zone de remplacement, donc j'ai un concours. Avant on était TZR 2 ans, 3 ans, donc on patientait de 3 ans, maintenant on est TZR pour 5 ans, voire 10 ans, étant donné qu'il y a une suppression de poste, forcément le statut des TZR, donc ça va avec. Donc les TZR sont dans une situation précaire où chaque année on ne sait pas, l'année prochaine je ne saurai pas où je suis. Donc je suis originaire de Lyon, une année dans l'Académie de Nice, 2 ans dans la région parisienne, et chaque année, en fin d'année, j'attends. Bon, heureusement, ça se passe bien. Donc, je vous rassure, on est quand même heureux. On aime notre métier. J'espère que je l'aimerai encore pendant longtemps. Si on me donne toujours, je l'espère, les conditions pour encore l'aimer pendant de nombreuses années. Et donc, chaque année, on attend donc, de savoir si on va être encore renouvelé. Donc, une situation précaire qui est évidemment qui est à revoir pour les enseignants. Donc, une instabilité des enseignants, donc ça entraîne toujours la suppression de postes, instabilité des enseignants dans un département où on a vraiment des grosses difficultés, où on sait que malheureusement une grande partie va repartir. Donc comment les garder si on leur propose des conditions sociales telles quelles? Je vous passe sur le logement, en 4 années, donc 4 changements de logement, parce qu'évidemment à Paris vous savez ce que c'est pour trouver un logement. Des classes forcément, donc là ça rejoint une thématique sur l'orientation, sur l'échec scolaire. Donc sur l'échec scolaire, forcément, ça va avec aussi. Si on a des suppressions de postes, forcément, on a des classes surchargées. Alors les moyennes, comme vous savez, les moyennes, ça dissimule toujours des disparités importantes. Alors on nous raconte effectivement que quand on est en Seine-Saint-Denis, on a des classes à 25 élèves. Alors moi, j'attends de voir où est-ce qu'il y a des lycées où il y a 25 classes par élève. Donc moi, dans mon établissement, 4 classes, 3 classes à 30. Pardon. Bon, ça paraît. On est preneur dans l'autre sens aussi. Voilà. Donc 3 classes à 30, une classe donc, de terminale STG à 35, et j'en passe. Donc forcément, on parle de pédagogie différenciée, mais comment voulez-vous faire de la pédagogie différenciée? C'est-à-dire essayer que les élèves soient au même niveau quand on a des classes qui sont donc très hétérogènes. Quand on a des classes à 35, c'est pas possible. Donc de ce point de vue-là, donc évidemment, donc ça a des effets, toujours la suppression de postes. Et enfin, donc j'aimerais donc revenir là-dessus sur justement, on est en période électorale, c'est une période spécifique, et je voudrais que, s'il y en a certains qui peuvent l'entendre, et vraiment essayer d'arrêter la caricature excessive, parce que quand on fait ces reproches-là à notre ministre de tutelle à l'Assemblée nationale, c'est systématique, à l'Assemblée nationale ou ailleurs d'ailleurs, c'est d'opposer le quantitatif au qualitatif, c'est-à-dire de dire oui, mais vous la suppression de postes, vous voulez rajouter des postes, on est en période de déficit budgétaire, de crise, et donc oppose systématiquement le quantitatif au qualitatif. Nous, on n'est pas sur le quantitatif, on est sur le qualitatif. Donc je voudrais enfin signaler que il y a un juste milieu entre les deux. C'est pas parce qu'on est contre la suppression de postes qu'on ne peut pas à côté avoir des solutions, des solutions à proposer d'un point de vue qualitatif. Mais je pense que vraiment la solution, ce qu'il faut résoudre, c'est la suppression de postes, et après on pourra ouvrir le débat sur d'autres thématiques. Parce que là, c'est vraiment la question centrale, je pense.